Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24 en partenariat avec Slate.fr. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette émission le directeur de Slate.fr, Jean-Marie Colombani. Bonjour Jean-Marie. Bonsoir Marc. David Revaud-Dallon, qui est rédacteur en chef politique au Journal du Dimanche, et Roland Quérol, qui est directeur de recherche au CEVIPOF. Alors pour commencer cette émission, on va parler de deux ambitions. Ils avaient en effet tous les deux juré de s'affranchir de leur vieux parti, d'aller au-delà de leur appartenance partisane pour parvenir au Graal, c'est-à-dire à l'Élysée. Mais cette semaine, les deux ambitieux ont dû rentrer au bercail et accepter d'être adoubés par leur maison d'origine. Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui voulait porter la social-écologie et bouder les instances dirigeantes du Parti socialiste, doit en effet officiellement être nommée par ce même Parti socialiste ce jeudi. Quant à Xavier Bertrand, c'est lui l'autre ambitieux, il avait juré à plusieurs reprises refuser toute compétition interne à la droite afin d'aller à la rencontre du peuple tel De Gaulle. Et il a finalement dû battre en retraite et accepter de risquer sa tête lors d'un congrès des Républicains qui est prévu début décembre. Pendant ce temps, Emmanuel Macron fait la course en tête dans les sondages et il se projette déjà loin en 2022, mais même en 2030, avec la présentation cette semaine d'un plan d'investissement pour rendre la France plus forte, plus souveraine, plus indépendante. Alors, on va commencer tout d'abord par un sondage, évidemment, parce qu'on est à 6 mois du premier tour de l'élection, un sondage BVA pour nos confrères d'RTL qui montre qu'Emmanuel Macron fait la course en tête. Et on va s'interroger plutôt à la queue du peloton. Anne Hidalgo, 4%. Elle était, quand elle s'est déclarée mi-septembre, autour de 8%. Et pourtant, cette directrice de campagne, la maire de Nantes, Johanna Rolland, est malgré tout confiante. On l'écoute. Vous savez, vous l'avez dit, on est à 6 mois d'élection. Donc vous n'avez pas de doute sur sa victoire? Sa déclaration, non, je n'ai pas vraiment de doute quand je vois la mobilisation et l'engagement des militants socialistes, mais au-delà des hommes et des femmes de gauche qui disent est-ce que dans ce pays, oui ou non, il y a encore une gauche de gouvernement? Oui, pour ça nous avons une candidate solide, elle s'appelle Anne Hidalgo, et une équipe solide derrière elle. Bien souvent dans nos équipes, on a rassemblé très largement des écologistes, des socialistes, des communistes et des hommes et des femmes de la société civile. Donc oui, je crois que le dialogue doit continuer entre les candidats. C'est important. Mais dans le même temps, on doit aussi s'adresser aux Françaises et aux Français. Jean-Marie Colombani, ça s'annonce quand même assez mal pour Anne Hidalgo, un mois après sa déclaration. Assez difficile. Là, la maire de Nantes faisait allusion à la gauche de gouvernement. Et il faut d'abord se rappeler que la gauche de gouvernement, en 2017, elle s'est sentie représentée par la candidature d'Emmanuel Macron. Le socle électoral d'Emmanuel Macron vient de l'électorat de François Hollande, vient de la gauche de gouvernement précisément. Alors, il en reste quelque chose aujourd'hui. Donc déjà, il faut tenir compte de cela. Il en reste quelque chose parce que le socle d'Emmanuel Macron, il y a toujours une part d'électorat qui vient de cette partie-là. Et donc, il est assez logique que ceux qui se réclament de la gauche de gouvernement aujourd'hui soient amoindris par cela. Alors, il n'est pas non plus logique qu'ils soient à ce point amoindris. Et donc là, c'est là qu'on peut se tourner vers Anne Hidalgo pour se demander si elle n'a pas fait une erreur de conception de l'élection présidentielle elle-même, parce que ses premières interventions ont été pour nous parler du salaire des enseignants. C'est un grand problème, mais c'est un problème, j'allais dire, presque entre guillemets technique. Et surtout, elle voulait aussi limiter la vitesse sur les autoroutes, en sachant ce qu'avait coûté le 80 km/h au gouvernement d'Édouard Philippe. Et donc on se dit, mais elle est candidate à quoi? Elle est candidate à quel ministère technique? Celui des Transports ou celui de l'Éducation nationale? Mais certainement pas un discours qui s'adresse au pays, qui embrasse au fond l'avenir du peuple français, son destin. Bref, le dialogue qu'elle devrait entretenir étant candidate. Alors ça viendra peut-être. Mais en attendant, elle est partie sur un mauvais pied. Oui, il faut que ça vienne vite quand même, David, parce qu'il y a des doutes, même au sein du Parti socialiste. Oui, avec qui elle a toujours voulu garder ses distances en disant « moi, j'y vais pas Alors, ». Voilà. Dans votre comparaison initiale avec Xavier Bertrand, je dirais que Xavier Bertrand, lui, avait carrément largué les amarres, voire brûlé ses vaisseaux, même s'il les a ressuscités. Anne Hidalgo avait pris un petit peu ses distances, mais n'a jamais rompu avec le PS. Et d'ailleurs, elle a toujours été adoubée par Olivier Faure, le premier secrétaire, qui considérait que, faute de griffe, on se contenterait, pardonnez-moi, d'Anne Hidalgo. C'est vrai sur les parts de marché qui lui ont été dérobées par Emmanuel Macron et sur lequel il continue de camper.
De l'autre côté, il y a un nouvel entrant sur les parts du marché traditionnel socialiste, c'est bien sûr Yannick Jadot. La dernière fois, il s'était retiré derrière Benoît Hamon. Il aimerait bien cette fois-ci qu'Hidalgo lui retourne le compliment. Et d'ailleurs, on voit que dans les sondages, on ne peut pas, on subodore tout de même que 2 ou 3 points se baladent entre les deux, et plutôt dans le sens Hidalgo vers Jadot. Deuxième point, effectivement, vous évoquiez, Jean-Marie, les deux propositions qui avaient un petit peu passé le mur du son, ou qui avaient plutôt passé le périphérique, en l'occurrence de la vitesse sur le périph', et le salaire des enseignants, donc, qui était conçu pour faire du bruit, mais je ne suis pas certain que ça ait convaincu tout le monde. Et puis, il y a quand même cette polémique sur la saleté de la capitale qui continue à flotter. Je pense que Anne Hidalgo est peu connue au-delà du périphérique, peu connue dans les territoires, comme on dit, puisque c'est le nouveau mot à la mode, très clairement dans les villes moyennes, en province, etc. Et le problème, c'est qu'elle est davantage connue pour ses polémiques ou ses propositions fracassantes que pour un programme. Alors, laissons-lui le temps, on n'est pas encore dans le temps des programmes, mais voilà, l'entrée en campagne, effectivement, n'est pas formidable. Il faudrait rattraper le tir assez vite. Dernière chose, elle est entourée d'une équipe de maires de province. C'était aussi pensé pour... l'équipe de France des maires. Voilà, pour corriger cette image parisienne ou parisianiste. Je ne suis pas certain que ça fonctionne formidablement bien. Voilà, donc attention, il faut se réveiller très très vite. Roland ? Oui, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit, je ne vais pas le redire. Ce que je peux ajouter, c'est qu'elle est désignée aujourd'hui par le Parti socialiste comme candidat présidentiel, mais à la vérité, elle n'est pas candidate à la présidence de la République. Tous les candidats qui dirigent des formations de gauche et qui sont candidats savent parfaitement que ce n'est pas leur tour. C'est perdu. C'est perdu. Donc il faut y aller pour représenter son parti et il faut être le meilleur possible pour être meilleur que les autres partis de gauche. Et donc c'est une bataille interne simplement qui se joue. L'enjeu de Anne Hidalgo, c'est d'être devant Jadot. Et, si possible, devant Mélenchon. Ça l'installerait comme une personnalité importante qui comptera dans l'éventuelle recomposition d'après. Ce qui pour eux tous compte, c'est à partir des législatives qui suivront immédiatement la présidentielle. Parce que là, on vit quand même dans un régime parlementaire, largement encore. Ça compte le Parlement, et ça compte d'avoir des députés. Et ça fait de l'argent pour les partis politiques d'avoir des députés. Et donc, il y a une bataille. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, ces derniers mois, cette dernière année, avait l'air de s'être un peu résigné à ne pas avoir de candidat socialiste et à courir derrière le candidat vert. En l'occurrence, il a changé d'avis, visiblement. Il a changé d'avis, et je crois que ce qui l'a fait changer d'avis, c'est ce raisonnement d'Hidalgo et des grands-mères qui est non. On tient quand même beaucoup dans ce pays encore, il n'y a pas de raison de laisser la place aux verts. C'est nous qui devons être les leaders de cette alliance. Et je crois que c'est ça qui se joue beaucoup plus cette fois-ci que la présidence de la République qui est trop loin. Pour la gauche, oui. Et il suffit de regarder le total des voix de gauche. Vous citiez le sondage tout à l'heure. Si on fait l'addition on peut le regarder. L'addition des voix de gauche et même d'extrême gauche, on est à un niveau historiquement bas. Donc, ce que dit Roland est parfaitement justifié. C'est même l'essentiel aujourd'hui, à l'intérieur de la gauche, en tout cas. C'est vrai qu'Olivier Faure a changé d'avis. Le problème ou le risque pour Anne Hidalgo, c'est qu'il ne rechange pas d'avis dans l'autre sens. Parce que vous avez raison. Oui. Il y a un enjeu extrêmement important. Il y a le leadership à gauche. Et puis, il y a ces fameux 5%. Ce score de 5% qui détermine si on est remboursé ou pas. De même que les législatives, en réalité, ce sont surtout les législatives qui remplissent les caisses des partis. Donc, si Mme Hidalgo continue à dévisser, Olivier Faure, il pourrait peut-être changer d'avis et tenter de la débrancher. On n'en est pas encore là, mais certains au Parti socialiste et surtout chez Arnaud Montebourg et Yannick Jadot, y pensent très très fort. Oui. Alors, on va regarder quand même... un point focal sur justement ces votes à gauche. On voit le total à l'écran. Là, on a 8,5 maximum pour Mélenchon. Pareil pour Jadot, plus 4. Bon, plus quelques voix candidats trotskistes, communistes. Mais on est en gros à un quart de l'électorat. Roland, d'un point de vue historique... C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Absolument. 93 avait été épouvantable, mais enfin voilà, c'est une situation épouvantable pour la gauche, et elle est d'autant plus épouvantable qu'au fond, si nous quatre là, on se disait tiens, si on était obligé de faire l'union de la gauche, est-ce qu'on pourrait faire un programme à partir de leur programme actuel? Et je dirais, en 1 heure ou 2, je pense qu'on y arriverait. Ils disent des choses assez comparables. Il y a des écarts, il y a des différences. Pas de quoi fouetter un chat par rapport à ce qui se passe dans d'autres camps.
Mais ils ne le feront pas, ils ne l'ont pas fait, et ils ne veulent pas le faire parce qu'ils estiment que, il y a des désaccords fondamentaux entre eux, sur l'Europe, sur l'énergie, sur le nucléaire. Tout ça n'est pas très vrai, mais c'est ce qu'ils disent. Sur la République ? Sur la République, voilà, si on le veut, sur la laïcité. Tout ça n'est pas très vrai. Mais voilà, on met en avant les désaccords pour dire là, il y a vraiment des gauches qui sont pour le moment pas réconciliables. Et puis il y a cette histoire de qui va être en tête, comment on joue la suite. Et ça, c'est plus important que les accords programmatiques possibles. Donc on est dans une course de chevaux, et les jockeys, ils jouent pour eux, chacun pour soi. Et dans le même ordre d'idée, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'on a un premier point d'un programme commun, qui est le retour de la thématique du temps de travail, avec la revendication des 32 heures, et surtout le retour de l'argument il faut partager le travail pour mettre fin au chômage. Ils ne se rendent pas compte qu'on est en cours de baisse du chômage assez sensible et que ça va continuer grâce à l'intensité de la reprise. Et je ne suis pas sûr que revenir à des revendications des années 70 qui ont abouti dans les années 80-90 avec Martine Aubry soit pertinent aujourd'hui. Donc on a l'impression d'un décalage là, mais en effet, c'est un point commun qui pourrait les réunir aujourd'hui, mais à mon avis, sans susciter beaucoup d'adhésion dans le pays. David, cependant, l'élection est quand même très ouverte. Le ticket d'entrée, entre guillemets, au second tour est très bas. Est-ce qu'on peut quand même imaginer qu'à gauche, il y ait un des candidats, alors peut-être pas Anne Hidalgo, qu'il ne faut jamais l'enterrer, on l'avait enterrée à Paris, elle a quand même réussi à être réélue. Est-ce qu'un candidat de gauche peut arriver à 13, 14, 15% et peut-être au second tour, que ce soit Mélenchon ou Jadot? Sur le papier, tout est possible. On sait bien qu'en campagne, il y a des dynamiques qui se créent. Souvenez-vous, la dernière fois, Benoît Hamon avait démarré à 15 et Mélenchon de mémoire à 7 ou 8%. Et Hamon a fini à 6 et Mélenchon à 18. Donc on voit que c'est possible. Je crois moins en Jean-Luc Mélenchon parce que je pense que les ressorts de sa campagne, qui étaient très bonnes la dernière fois, sont un petit peu usés. Et lui-même n'a pas forcément offert son meilleur profil pendant ce quinquennat, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis quand même d'accord avec Roland, je pense que ça va être extrêmement compliqué, et pour la raison qui vient d'être exposée en ce qui concerne Anne Hidalgo, c'est-à-dire que c'est un vrai logiciel socialiste, mais des années 80-90. On sait, vous savez, il y avait une phrase traditionnelle au PS, on disait « le PS n'a pas travaillé, n'a pas renouvelé son logiciel depuis 2002 ». Et la défaite de Lionel Jospin au premier tour. C'est exact. Oui. Même au pouvoir, même avant le pouvoir, même après le pouvoir de François Hollande, le PS n'a pas travaillé. Et on a l'impression d'entendre Bertrand Delanoë, voire Lionel Jospin ou Martine Aubry, alors qu'on est quand même 20 ans plus tard. Je suis désolé, mais je trouve qu'il y a un problème de réactualisation du programme. Donc, compte tenu de tout ceci, Mélenchon est un petit peu essoré, si vous me pardonnez l'expression. Anne Hidalgo n'a pas renouvelé son stock de propositions. La seule, peut-être, percée à attendre, c'est Yannick Jadot, puisque l'écologie et la défense de l'environnement est évidemment une valeur qui a le vent en poupe. Est-ce que lui saura transformer ça en énergie et en part de marché électorale sonnante et trébuchante? C'est la vraie question. On va passer à droite. Évidemment, les Républicains, ils ont ce point commun avec les socialistes et qu'ils avaient été éliminés en 2017. Ils espèrent que ça ne sera pas le cas cette fois-ci. On a entendu un ouf généralisé de soulagement cette semaine lorsque Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, a finalement décidé de passer par les fourches codines d'un congrès. Il avait toujours dit qu'il ne voulait pas de ça. Il a finalement entendu raison, où il a dû se résigner. On écoute le président du Sénat, Gérard Larcher. Je pense que c'est un acte de rassemblement qu'il fait et que cet acte de rassemblement correspond à ce sens des responsabilités de l'État que je perçois chez l'ensemble de nos candidats. Nous sommes encore une formation politique parmi les plus importantes, peut-être aujourd'hui la plus importante du pays. Nous avons le relais. Je vous rappelle que nous avons gagné les élections territoriales, les élections municipales. Nous avons un réseau d'élus locaux extrêmement important. Alors, il semble que le spectre des amis de 30 ans, Chirac-Balladur, soit écarté parce que la bataille sera interne et non pas entre frères ennemis. Jusqu'à présent, il jouait à ce que les Américains appellent le jeu du poulet. Le jeu du poulet, c'est deux voitures qui se font face, qui démarrent au même moment et qui roulent l'une vers l'autre. Et le poulet, c'est celui qui s'écarte au dernier moment pour éviter la catastrophe. Donc, ils ont... Xavier Bertrand. Donc. Oui, alors voilà, le risque, c'est ça. Et il a évité la catastrophe.
parce que c'eût été en effet une catastrophe. Et alors le paradoxe, c'est que d'abord, on sait que la France est à droite, je pense que Roland va nous le confirmer, mais en même temps, ils ont la droite, le candidat de la droite ou la candidate de la droite, ont le meilleur argument en vue de cette élection, parce qu'il y a toute une partie du pays qui voudrait, c'est ce que disent les instituts d'opinion, qui voudrait se débarrasser d'Emmanuel Macron. Mais ils ne veulent pas se débarrasser d'Emmanuel Macron au prix d'un vote d'extrême droite, au prix de voir arriver Marine Le Pen ou Éric Zemmour. En revanche, le candidat ou la candidate de la droite, elle vous permet de vous débarrasser d'Emmanuel Macron sans risque. Sans risque que ce soit Marine Le Pen ou Éric Zemmour, puisque vous auriez à ce moment-là, au second tour, le candidat de la droite face à Emmanuel Macron. Ça, c'est un argument, un fort ressort pour une élection. À charge pour eux, évidemment, de s'organiser, de tenir un langage aux Français qui convienne aux Français, qui fasse qu'ils puissent rassembler eux-mêmes. Et franchir cette barrière qui, si Zemmour est toujours présent, sera plus facile à atteindre qu'en d'autres temps. Donc voilà, tout l'enjeu pour eux est là. Oui, alors, une fois passé, évidemment, la bataille... Voilà, on peut repasser le sondage qui montre que Xavier Bertrand est dans une fourchette assez large sur ce sondage, entre 12 et 15%, donc loin d'être sûr. Valérie Pécresse et Michel Barnier, ces deux principaux candidats, n'apparaissent pas dans ce sondage. Ils sont plutôt en retrait. Roland Quérol, un congrès, ça peut aussi se transformer en nuit des longs couteaux. Tout est possible. Vous savez, ils avaient dit, les leaders de la droite, pendant quelques mois, qu'on allait regarder les sondages, qu'ils allaient même en organiser un, et que finalement, ce seraient les sondages qui permettraient de désigner, puisqu'il n'y avait pas de candidat naturel, que ça permette de désigner celui qui avait le plus de chances de l'emporter. Il y a eu une foultitude de sondages depuis avant l'été, et ils ont tous montré que le meilleur candidat, c'était Xavier Bertrand. Sans l'ombre d'un doute. Les politiques ont fait semblant de dire « c'est pas si net, il n'y a que quelques points ». Enfin, tous les sondages ont montré que leur meilleur candidat, c'était Xavier Bertrand. Bon. Xavier Bertrand, il n'est plus membre des Républicains, vous me direz, Valérie Pécresse non plus. Lui avait claqué la porte plus fort. Oui, voilà. D'accord. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Voilà. Et ce sont eux qui votent. Notamment le président du parti. Donc, ils ont tout fait pour que ça ne soit pas les sondages et que ça ne soit pas non plus une primaire ouverte, parce que les primaires ouvertes peuvent venir beaucoup de gens et ça peut ressembler à ce qu'on donne les sondages. Donc, le tout était de faire un véritable guet-apens pour Xavier Bertrand. Et il tombe dans le guet-apens. Il tombe dans le guet-apens au profit d'un reniement pur et simple. Il nous a expliqué 100 fois. Une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et du peuple. Je suis l'homme, le peuple est là. Et il mange son chapeau. Il oublie tout ça, il se renie. Alors, ce qu'il peut évidemment espérer, c'est que l'eau va couler sous les ponts, et que d'ici janvier, quand la campagne va vraiment se cristalliser, les gens auront oublié s'il a été désigné. Oui, c'est quand même un gros point d'interrogation. Les gens finiront par oublier. C'est quand même pas sûr, parce que les médias sont cruels. Ils vont lui remontrer 100 fois, en boucle, toutes les images où il dit « moi, je n'irai pas, je n'irai pas, je n'irai pas, je vais jusqu'au bout de la présidentielle ». Bon, c'est pas bon quand même pour l'image. Et puis il y a ce phénomène, ils se disent maintenant les uns et les autres, c'est gagnable. Puisque si Zemmour reste, et Marine Le Pen aussi, vous l'avez dit en commençant l'émission, le ticket d'entrée au second tour est plus faible. La droite modérée peut peut-être le faire. Et là, je rejoins Jean-Marie. Ce serait, par exemple, Xavier Bertrand, mais à la limite un autre aussi, un meilleur candidat de second tour que de premier tour. Et on le voit dans tous les sondages d'intention de vote de second tour. C'est le seul qui peut battre Emmanuel Macron. C'est le seul qui peut éventuellement battre Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'en général, il faut passer le premier tour avant d'arriver au second, et que ça va être super compliqué, parce que le guet-apens est toujours là, et que dans l'appareil du Parti des Républicains, il y a 80 000 personnes qui vont voter, enfin qui sont appelées à voter, et quand même, la direction nationale du parti et beaucoup de directions des fédérations départementales des Républicains ne veulent pas entendre parler de Xavier Bertrand. C'est pour ça qu'on a, comme par hasard, beaucoup entendu parler de Michel Barnier ces temps-ci, qui, lui, n'a dans les sondages aucune chance, mais qui a l'avantage d'être éventuellement manipulable par les fédérations pour en faire un candidat. Là, il y a un suspense insoutenable. On va voir. David ?
C'est très juste. J'ai même entendu certains dirigeants de LR parler d'un viager s'agissant d'une possible désignation de Michel Barnier, ce qui permettrait de garder la place sans risque de victoire pour l'élection prochaine. Bon, les cadres LR sont très taquants. Non, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le problème, c'est que Xavier Bertrand, il n'avait pas d'autre choix. Pourquoi ? Parce que si jamais il s'en tenait effectivement à sa position de départ, c'était adieu, non pas vache, cochon, couvé, mais adieu militants du parti, réseau d'élus et surtout le petit pactole que LR s'est constitué, la fameuse cagnotte. Les 10 millions. Les 8 millions, je crois, qui sont disponibles à LR et mobilisables pour la présidentielle. Or, on ne sait pas, on peut quand même subodorer que Xavier Bertrand, il ne les a pas, ces 8 millions, même s'il a des généreux donateurs et un petit réseau avec son mouvement, il en est encore très loin. De même pour les élus. Ça vient d'être dit, je crois que les réseaux d'élus, les réseaux de cadres du parti, les fédérations ne roulent absolument pas pour lui. Et la preuve, c'est qu'il est parti de ce parti il y a 3 ans. Donc c'était très compliqué pour lui. Il n'avait d'autre choix que de faire ce mauvais choix, sans quoi c'était d'abord beaucoup d'incertitudes sur son équipée présidentielle et puis surtout la certitude d'avoir un autre candidat de droite ou une candidate de droite en face de lui, désignée, elle, par le Congrès, et donc d'être accusé d'être le diviseur et le fossoyeur de la droite. Je pense que c'était une voie stratégique assez dangereuse. Il a choisi, de son point de vue, la moins pire. C'est pas du tout sûr qu'il en sorte vainqueur, puisque, comme ça a été dit, c'est plutôt Michel Barnier qui est en pointe en ce moment, si on écoute les uns et les autres à elle. Alors, on va passer rapidement au sujet Emmanuel Macron, qui semble planer un petit peu au-dessus de tout ça. Il a présenté les perspectives pour la France de 2030. On écoute le président de la République cette semaine à l'Élysée. Et donc, on ne peut plus penser nos économies, nos systèmes de production, comme si tout était écrit pour que ça aille bien en toutes circonstances. Nous devons donc tirer cette leçon aussi de la crise, qui est que la dépendance choisie et relative est une chose, c'est les termes de la coopération, mais on doit rebâtir les termes d'une indépendance productive française et européenne, parce que je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait tous se mettre à tout reproduire en France. Nous ne saurions pas le faire. Enfin, il faut qu'au niveau de l'Europe, nous sachions reproduire ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui et pour demain. Alors un discours à forte tonalité économique, de la prospective, mais quand même aussi de la politique, Jean-Marc. Oui, alors il faut ajouter à ce discours le calendrier de l'agenda présidentiel, parce qu'il n'y a pas une demi-journée où il ne soit pas en déplacement et où il ne fasse pas une prise de parole, des annonces sur un secteur, quelque part, ainsi de suite. Donc il est en train de jouer au football. Oui, il joue au foot. Il rassemble, là, il ratisse le terrain, comme on dit. Vraiment, il le laboure consciencieusement. Et par ailleurs, il est au fond dans ce qu'il peut offrir de meilleur au pays, puisqu'il incarne, il espère continuer d'incarner l'avenir par rapport à des doctrines qui nous tirent plutôt vers le passé, et le nationalisme ancienne manière. Lui, il essaye de donner un contenu à l'avenir qu'il peut représenter. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez bien vu. Maintenant, est-ce que le message passera ? Je ne sais pas, parce que 2030, c'est quand même un peu loin, et en même temps, on peut lui dire « vous vous réveillez bien tard ». Mais néanmoins, ça nourrit l'idée qu'il continue d'incarner l'avenir. Vous savez, en Allemagne, les choses vont se faire, le programme de gouvernement qui est en cours de discussion se bâtit autour de l'innovation. Eh bien, Emmanuel Macron fait la même chose. Il essaie de bâtir un programme, et il en a posé les premiers jalons techniquement sur l'innovation. Roland, il y a quand même aussi un petit risque politique. Il doit sans doute se rappeler des gilets jaunes. Et quand on voit que les prix à la pompe battent tous les records, voir Emmanuel Macron parler d'hydrogène vert, de petits réacteurs nucléaires, est-ce qu'il n'y a pas un petit risque d'être considéré comme déconnecté de la réalité des Français ? Oui, c'est vrai que le pouvoir d'achat est devenu un thème tout à fait essentiel. Comme toujours. Chaque fois que le chômage semble aller mieux, mécaniquement, le pouvoir d'achat prend la place du chômage comme préoccupation principale des Français. Donc il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Cela dit, c'est intéressant de donner une espèce de corps au macronisme à partir de discours comme cela. Face au déclinisme, face au pessimisme français fondamental, réveiller un certain optimisme, une certaine espérance, le goût de l'innovation, c'est probablement un créneau utile pour une présidentielle. Le problème est de savoir si le plan qu'il nous a présenté, ça suffit pour ça. Et j'ai tendance à être un peu sceptique. Je me dis, au fond, on peut être d'accord avec tous ces objectifs. Ils étaient d'autant plus calculés qu'on voit qu'il a pris en compte tout ce qu'on s'est dit pendant la crise sanitaire.
Refaire une souveraineté française dans la santé, dans l'industrie. Voilà. On sent que ça n'arrive pas par hasard. On considère que la crise sanitaire est sans doute en train de finir et qu'on peut passer à la suite. Et c'était un discours de passage à la suite. Mais pour ces objectifs tellement incroyablement importants qu'il nous a soulignés, 30 milliards d'euros sur 5 ans, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Donc là, il lui faut non seulement mettre dans le coup les Français qui sont forcément un peu réticents, mais les acteurs économiques. Et est-ce que ça suffit, un discours comme ça, pour faire, parce que le secteur public s'y met que ça, il faut que l'argent vienne d'ailleurs. Donc ça veut dire que c'est une entente publique-privée, et je ne suis pas sûr qu'il suffise d'un discours comme ça, mais après tout, c'est peut-être un premier discours, on verra. David, on a quand même entendu quelques mots qui reviennent pas mal dans la campagne, souveraineté, recouvrer notre indépendance, c'est pas totalement anodin. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que précisément, il mélange les deux aspects qui viennent d'être évoqués, à la fois l'innovation, et ce qui avait fait le sel du candidat Macron en 2016-2017, le fait d'emporter la France vers la Startup Nation. Donc il y a toujours ce côté business angels, favorisation des pépites, de toutes les technologies de pointe à haute valeur ajoutée, etc. Mais il y a aussi tout ce qui a été mis dans le débat pendant la crise, le retour à la souveraineté, à une vraie politique industrielle, puisqu'on a perdu des centaines de milliers, et même je crois des millions d'emplois industriels en 20 ans. Donc il y a un retour au... D'ailleurs, c'est presque assumé par l'Élysée, au gaulo-popidolisme des années 60-70, les grands plans quinquennaux, etc. J'exagère à peine, mais il y a tout ceci qui est... On a même un commissaire au plan. Voilà, il y a François Bayrou qui doit quand même se sentir un peu orphelin, parce que... Ah oui, là, on se demande un commissaire, oui. Et donc, ce qui est intéressant, après, deuxième remarque, peut-être un peu plus politique, tout ceci est parfaitement pensé. Jean-Marie Colombani évoquait le tapis de bombe quotidien et catégoriel du président depuis la fin août. C'est vrai, tout ceci est pensé, pour mettre en scène un président qui, lui, s'occupe du quotidien de tous les Français, de toutes les catégories, pendant que tous les autres sont en train, on vient d'en parler, de s'écharper pour savoir qui sera le candidat de la droite, des écologistes ou du Parti socialiste. Donc, il est censé montrer un différentiel de stature ou de posture. C'est ce que je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont théorisé. Et la deuxième chose, c'est qu'il sait très bien que son premier domaine de prédilection ou d'excellence, le domaine dans lequel il est le plus crédible et le meilleur, et les indicateurs économiques en font le soulignent aujourd'hui, c'est bien sûr l'économie. Et donc, il essaye de dérouler et d'installer la campagne sur ce terrain-là, avec un risque, c'est que d'abord, un autre sujet surgisse, l'insécurité, l'immigration, c'est déjà le cas, puisqu'on a des candidats qui martèlent et qui bombardent la campagne là-dessus. Et deuxième chose, le pouvoir d'achat, les questions du prix de l'énergie, du gaz, de l'essence, du chauffage, de l'électricité, tout ceci, il y a une vraie crainte autour du président et dans la majorité que ce sujet devienne vraiment prégnant et explose. Là, en fait, les indicateurs sont trop bons, trop tôt. Et le vrai risque, c'est que dans 3 ou 4 mois, à 1 ou 2 mois de l'élection, eh bien, subitement, on ait un mouvement de grogne, un mouvement de colère, pas forcément des gilets jaunes, mais en tout cas, un mouvement d'opinion qui se cristallise autour de cette question. Il aura beau être très bon sur l'économie, Emmanuel Macron, s'il est mauvais sur le social, il pourrait le payer très très cher. En même temps, il n'y a pas que les surprises qui peuvent venir de mouvements de foule, il y a aussi ce qui va être la pression des chaînes d'infos, et cette pression constante qui peut, à l'image de ce qui s'était produit au bénéfice de Jacques Chirac, créer un climat à partir de l'insécurité et faire monter un peu plus le vote d'extrême droite. Et ça, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte parce que ce sera un des acteurs de la campagne. C'est déjà un acteur de la campagne. On va en reparler. Je vais me permettre de faire un petit peu pression sur vous tous parce que c'est l'heure de la chronique politique sur les réseaux sociaux avec Virginie Reissoult. Véronique. Bonjour. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, on a commencé cette émission par Anne Hidalgo. On se demande où elle est. Dans les sondages, on sait où elle est. Et sur les réseaux sociaux, où est-elle? Eh bien, sur les réseaux sociaux, on va regarder tout de suite le fameux taux d'intérêt pour les candidats. Et c'est presque une bonne nouvelle pour Madame Hidalgo. Regardez, elle est aujourd'hui... Bon, évidemment, on parle beaucoup de Monsieur Macron. Candidat, pas candidat. On va dire que les deux premiers, ce pas vraiment des candidats. Mais en même temps, tout le monde dit que ce sont des candidats. Et fort heureusement, Monsieur Macron est loin devant. C'est quand même le président de la République. Donc, c'est quand même assez logique. Ensuite, Monsieur Zemmour, ça baisse un peu quand même. On parle un peu moins de lui.
Ensuite, M. Philippot, on parle beaucoup de lui, étonnamment, parce qu'en fait, lui-même parle beaucoup de lui, ses fans parlent beaucoup de lui, et on parle beaucoup de lui autour du pass sanitaire, qui était un sujet. Et puis, Mme Hidalgo, juste derrière, donc on se dit, mais c'est une bonne nouvelle, 88 000 messages, en 4e sur tous les candidats. Alors, le message suivant, le carton suivant, on va dire, est un peu moins positif pour elle et explique pourquoi on parle d'elle. Vous voyez, Madame Hidalgo, saccage Paris. En fait, c'est une mauvaise nouvelle. On ne parle pas tellement d'elle pour des bonnes choses. Elle est très associée. Saccage Paris, c'est le fameux hashtag qui est utilisé, souvent doublé de saccage la France, et qui donne des images et des discussions autour d'une réalité ou pas, mais en tout cas d'une perception de ce qui se passe à Paris. Et donc, voilà, on parle beaucoup d'elle, mais on ne parle pas d'elle en bien. Alors, on a souvent dit ici que l'important à ce stade-là, c'est qu'on parle de vous. C'est déjà ça, en bien ou en mal. Mais là, dans son cas, c'est quand même beaucoup en mal. Donc, c'est compliqué. Et quand on ne parle pas d'elle en mal, on parle d'elle pour sa place dans les sondages. Donc, ça fait quand même beaucoup. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les fameux emojis. Donc, maintenant, on peut demander à M. Cohn-Bendit de nous les décrire directement. Mais vous avez bien compris, on a un clown. On voit bien ce que ça peut vouloir dire. On voit que c'est plutôt des flèches en bas, des pouces en bas, des chiffres qui descendent. Enfin, globalement, il n'y a pas grand-chose de positif. Les gens sont dubitatifs, se demandent où on va. Il n'y a pas grand-chose de, on va dire, enthousiasmant et qui pourrait créer une dynamique parce qu'on sait bien qu'à ce stade-là, c'est un sujet de dynamique. Donc voilà. Donc pas formidable sur les réseaux sociaux non plus. Jean-Marie. Non, mais donc le message de l'année 2030 n'est pas encore passé, si je comprends bien ce que vient de nous expliquer Véronique. C'est ça, c'est pas clair. Ensuite, vous voulez peut-être réagir. Finalement, l'emoji, c'est le point d'interrogation sur sa candidature. C'est assez conforme à ce que nous avons dit tout à l'heure sur les difficultés de lancement, le parisianisme, voilà, les difficultés d'expression et le fait que ça ne passe pas vraiment le mur du son, sauf pour des raisons négatives. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, on vient de me dire, pendant qu'il y a un match de foot très important, le président... Ça a démarré d'un instant à l'autre. Et paraît-il, le président aurait marqué un but. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, je voulais quand même vous soumettre ce fait très important. Tout compte dans une campagne. Alors, on va parler maintenant d'une non, pas de quelque chose beaucoup plus tragique. On va commémorer la mort de Samuel Paty, ce professeur qui a été tué donc, il y a un an en région parisienne. Alors, il est devenu un symbole. Comment, d'abord, est-ce qu'on en parle sur les réseaux? Et puis après, on va parler d'un sondage. Alors, on en parle, oui, évidemment. 78 000 messages qu'on en parle. Ce n'est pas le principal sujet, mais on en parle beaucoup. Il suffit de regarder ce qu'on appelle les fameux hashtags qui sont associés à Samuel Paty. Et on voit que c'est assez complexe. On parle de beaucoup de choses autour, mais globalement, en résumant, pour les internautes, c'est devenu un symbole sur 3 sujets. Il y a un sujet qui est finalement le terrorisme sournois, celui qui s'installe dans le quotidien, qui fait peur et qu'on a assimilé. Le deuxième sujet, et ça c'est le plus majoritairement dans les expressions, le deuxième sujet, c'est un problème avec l'éducation nationale et l'encadrement, donc un sujet sur les enseignants. Un peu moins important comme volume, mais c'est quand même là. Et puis le troisième sujet, c'est une expression qui est parfois choquante, mais finalement, même si c'est marginal, on doit le citer, c'est M. Paty est souvent associé à la notion de mort violente. Il est utilisé pour illustrer une mort violente, une mort qu'on souhaite. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez le nom du comique... Mathis, voilà, qui avait fait quelques allusions à ça. On voit que c'est devenu un symbole de plein de choses. Et donc, on a effectivement sorti un sondage pour le Figaro cet après-midi. Et ce sondage montre en gros que 8% des Français pensent que la laïcité a progressé depuis un an. 6% que la sécurité des enseignants aussi a progressé. Mais 75% pensent qu'on est quand même beaucoup moins libre qu'il y a 5 ans pour critiquer les religions. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, je peux constater depuis un moment qu'en gros, tout le monde est d'accord pour dire que la liberté doit être là. Mais on parle beaucoup moins sur les réseaux des différentes religions parce qu'on voit bien que dès qu'on le fait, ça déclenche des débats, c'est compliqué. Donc, c'est assez conforme à ce que le sondage a pu donner. L'autre point aussi, c'est que pour 58%, la loi du séparatisme ne sera pas efficace pour lutter contre le terrorisme. Et 85% des Français trouvent que le terrorisme est un risque élevé en France. Et je pense que c'était notable pour une chose, c'est que vous soyez de droite ou de gauche, que vous soyez jeune ou senior, que vous soyez en ville ou à la campagne, tout le monde est d'accord sur ce chiffre. Il n'y a pas beaucoup de moments où il y a une unanimité.
Pour autant, je tenais à préciser une chose, c'est qu'on pourrait se dire, ça veut dire que ça va être un thème de campagne, parce que tout le monde est d'accord et tout. C'est un sondage, donc on a posé des questions. Et quand on pose une question, on répond à la question. Si je regarde sur les réseaux sociaux, ça n'est pas un volume conséquent. Donc ça ne veut pas dire que ce sera un thème de campagne. C'est un sujet où tout le monde est d'accord, c'est un sujet grave qui fait peur. Les Français sont un peu habitués, mais ils n'en parlent donc pas tant que ça. Ils ont juste changé leur comportement. Comme je vous le disais, par exemple, sur le fait de parler d'une religion, c'est devenu compliqué sur les réseaux. Jean-Marie, c'est un sondage assez sombre quand même. Oui, tout à fait, et bien alarmant, mais en même temps, ça correspond parfaitement à la réalité. C'est vrai qu'il est plus difficile aujourd'hui. Mais surtout, il me semble aussi que tout cela ajoute à l'angoisse ambiante, quoi. Voilà, parce que c'est vrai que on sait qu'on est en période où le terrorisme peut encore frapper. Il est peut-être encore d'ailleurs probablement frappé en Norvège, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé, mais on en prend le chemin. Et donc ça s'ajoute à d'autres angoisses qui s'additionnent et qui font qu'on est toujours sous l'empire de la peur. Et donc on va voter probablement sous l'empire de la peur. Roland ? Non, je suis d'accord avec ça. Et puis je crois quand on dit aussi telle ou telle loi, ça ne résoudra pas, je pense que rien ne peut être utile pour lutter contre le terrorisme. Je crois que les gens vivent ça comme une espèce de fatalité sourde qui peut nous arriver. C'est pour ça aussi que c'est très difficile d'en parler dans une campagne électorale. C'est que personne ne peut avoir un vrai discours crédible contre ça. Le problème, c'est que sur ce type de thématique, c'est toujours les plus bruyants et les plus démagogiques qui l'emportent. Et de ce point de vue-là, il y a un vrai risque. Après, vous le disiez, Jean-Marie Colombani, tout à l'heure, on ne sait pas quel sera le terrain d'affrontement de la campagne. Certains essayent d'installer leur thème. Macron, c'est l'économie. Le Pen et Zemmour, c'est l'immigration et l'islam. Voilà, il y a des événements exogènes, des faits divers qui peuvent intervenir. Voilà, il y a aussi l'opinion des Français qui, à mon avis, s'interrogent plus aujourd'hui sur le pouvoir d'achat, les salaires, que sur ces questions-là, même si elles restent bien sûr très importantes. Je confirme. Les sujets principaux, c'est effectivement le pouvoir d'achat. Beaucoup cette semaine sur l'énergie, la compréhension de où on va sur l'énergie. C'est beaucoup de questions aussi sur les fins de mois et la réalité des conséquences sur l'environnement. Ça ne dit pas de nouveau qu'on ne parle pas de terrorisme. Le côté fataliste fait que, nous verrons bien, ça prendra dans une campagne, mais à aujourd'hui, ce n'est pas un sujet clivant, pas du tout, parce que il va falloir vivre avec. Très bien. Écoutez, merci à tous et merci d'avoir suivi Politique sur France 24. Restez-y pour plus d'informations.